Le 21 juillet 2026, Washington republie un manifeste pour la science, alors que dans les laboratoires privés, les machines et les budgets ont déjà changé de propriétaire. Le retard se cache peut-être moins dans les idées que chez celui qui peut les mettre à l'épreuve. Épisode Recherche scientifique, la fin du modèle américain de 1945. Chapitre 1, le pacte renversé. L'État semé, le marché récolté. Qui tient désormais la serre ? En 1945, sur le bureau du président Truman, Vannevar Bush défend une architecture presque linéaire. L'État paye la recherche fondamentale, les universités explorent, puis l'industrie transforme les découvertes en produits. Cette séparation a donné une boussole à l'après-guerre américain et préservé une zone lente où l'on poursuit des questions sans client en acceptant que l'expérience échoue avant de produire une connaissance. 81 ans plus tard, le financement a basculé. Le rapport Science, A New Golden Age de l'Office of Science and Technology Policy de la Maison-Blanche est publié le 21 juillet 2026 sous la direction de Michael Kratsios. Il indique que le secteur privé américain consacre près de 700 milliards de dollars par an à la recherche et développement. C'est plus de 3 fois l'effort combiné de l'État fédéral et des universités, selon ce même rapport. Le contraste ne signifie pas que les fonds publics ont disparu. Il indique que le centre de gravité financier s'est déplacé. Le laboratoire public n'est plus seul à définir ce qui mérite une machine, une équipe et plusieurs années de patience. Le rapport de 2026 revendique explicitement l'héritage de Science, The Endless Frontier, le texte de Bush. Mais reprendre le titre d'un testament ne suffit pas à retrouver son pouvoir d'organisation. En 1945, l'État pouvait acheter du temps scientifique et laisser les entreprises venir après. En 2026, une entreprise qui possède déjà le calcul, les données issues de ses produits et la distribution peut faire travailler ses ressources ensemble dès le premier jour. Le point décisif est là. Signer le chèque ne suffit pas à orienter la science. Ce pouvoir revient à celui qui sélectionne les questions compatibles avec ses infrastructures et répète une expérience avant que la concurrence ne la prenne. Imaginez 2 portes. Derrière la première, un comité compare un projet à des critères publics. Derrière la seconde, un laboratoire interne lance une expérience sur une infrastructure qu'il contrôle déjà. La première porte garantit une forme de pluralité. La seconde peut raccourcir le chemin entre hypothèses et tests. Or, la vitesse ne décide pas seulement du résultat, elle décide de ce qui devient une question sérieuse. L'opposition utile n'est donc pas entre une bonne science publique et un mauvais secteur privé. Elle porte sur le contrôle de l'intrant rare. Quand l'intrant était surtout l'argent, l'État pouvait organiser l'écosystème par ses subventions. Quand il comprend aussi du calcul, des jeux de données continuellement alimentés et des équipes capables de les exploiter, le financeur public peut payer la recherche sans contrôler les conditions matérielles de sa réalisation. La doctrine Bush séparait découverte et application pour donner de l'air aux découvertes improbables. Le modèle qui émerge les rapproche parce que l'outil de découverte est devenu industriel. À quel moment cette accélération devient-elle une dépendance ? Chapitre 2, la machine comme frontière. Un budget ouvre un dossier, une infrastructure ouvre ou ferme le laboratoire. L'intelligence artificielle ne remplace pas la méthode scientifique par magie, elle modifie l'économie de l'essai. Dans certains domaines, formuler une hypothèse ne suffit plus, il faut entraîner un modèle, faire tourner des simulations, stocker les résultats, puis recommencer. Le goulot n'est pas toujours l'intuition du chercheur, il peut être l'accès récurrent à la puissance de calcul et à un environnement de données. Les big tech ne sont donc pas de simples mécènes. Elles possèdent une usine de recherche où calcul, données de production et ingénieurs travaillent dans le même cycle. Une université peut louer une part de cette capacité sans posséder la cadence ni la relation avec les utilisateurs qui réalimentent les modèles. La pression concurrentielle exacte est une compression par l'amont. Le fournisseur d'infrastructures ne concurrence pas forcément le chercheur sur son sujet, il peut absorber une part de son autonomie en fixant l'accès à la ressource qui rend ce sujet calculable. Pour le public, le risque n'est pas que chaque découverte devienne secrète, il est plus structurel. Les problèmes faciles à instrumenter dans les plateformes privées prennent de l'avance, pendant que les objets moins rentables ou moins numérisables attendent leur tour. L'écart se voit dans une journée de travail. Une équipe universitaire prépare une demande de ressources, justifie son protocole, puis attend un créneau. Ailleurs, des ingénieurs modifient un pipeline le matin et lisent les résultats le soir sur leur propre parc. Cette asymétrie ne prouve pas que les seconds ont raison, elle leur donne toutefois davantage d'occasions d'avoir tort vite, puis de corriger. La valeur se déplace alors vers celui qui relie les couches. Un modèle seul peut devenir une commodité si d'autres peuvent l'appeler ou le reproduire. Des données achetables ne constituent pas un fossé. En revanche, un workflow de recherche branché sur des instruments et des données propriétaires crée un coût de sortie réel.
Changer de fournisseur ne consiste plus à déplacer un fichier, il faut parfois reconstruire toute la chaîne expérimentale. C'est pourquoi la souveraineté scientifique ne se mesure pas au nombre de publications, ni à la seule taille d'une ligne budgétaire. Elle se mesure à la capacité de changer de partenaire sans interrompre les expériences les plus importantes. Un État qui finance des projets mais ne finance pas l'accès durable aux outils qui les rendent possibles, délègue une partie de son agenda, même s'il conserve les titres de propriété intellectuelle. Le privé a pourtant une force que le débat caricature mal, il peut transformer une avancée en capacité déployée. Cette capacité diffuse des outils et des compétences dans l'économie. Elle peut aussi soutenir des travaux que les universités ne pourraient mener seules. Le problème commence lorsque cette efficacité devient le seul critère d'allocation. Une question fondamentale n'a souvent ni utilisateur captif, ni revenu prévisible. Son rendement social peut être immense, mais son tableau de bord est vide au moment où il faut décider. La question n'est donc pas de ralentir les machines privées, elle consiste à empêcher qu'elles deviennent le seul port d'entrée vers la découverte. Et c'est précisément là que l'administration publique semble perdre du temps qu'elle ne possède plus. Chapitre 3. Financer le droit d'essayer. La lenteur protège parfois. Lorsqu'elle devient procédure, elle choisit déjà les gagnants. Le rapport de l'Office of Science and Technology Policy décrit un système de subvention dont l'attribution peut prendre jusqu'à 2 ans. Il rapproche ce délai de celui nécessaire pour concevoir le premier Boeing 747. Le même rapport estime que les chercheurs consacrent près de la moitié de leur temps à des tâches administratives. Le parallèle avec l'avion ne sert pas seulement à produire un effet de manche. Dans une discipline où les outils, les données et les méthodes évoluent vite, attendre 2 ans peut signifier soumettre un projet conçu pour une frontière qui n'existe déjà plus. La bureaucratie ne retire pas uniquement des heures au laboratoire, elle impose une date de fabrication aux questions elles-mêmes. Il serait tentant d'en déduire qu'il faut confier la sélection au privé. Ce serait confondre vitesse de décision et qualité du portefeuille scientifique. Une entreprise finance rationnellement ce qu'elle peut transformer en avantage exploitable. C'est sa fonction. L'État a une fonction différente. Maintenir des options dont personne ne peut encore calculer le marché et acheter une indépendance que les contrats privés ne garantissent pas. La bonne réforme ne consiste donc pas à imiter le comité d'investissement d'une plateforme. Elle doit séparer 2 horizons. Quand la fenêtre technologique est courte, les décisions et l'accès au calcul doivent suivre le rythme de l'itération. Pour les travaux fondamentaux, le financement doit être assez long pour que l'échec productif ne devienne pas une faute administrative. Entre les deux, l'État doit posséder une capacité opérationnelle, pas seulement un guichet. Cela veut dire financer du calcul partagé, avec des règles d'accès qui empêchent un fournisseur de capturer les programmes publics. Une telle capacité n'exige pas que l'État construise chaque puce ou chaque modèle. Elle exige qu'il puisse comparer, négocier et basculer sans que la recherche s'arrête. Cette grille vaut au-delà des États-Unis. Devant une promesse d'accélération scientifique, il faut suivre l'intrant qui rend l'expérience possible, puis mesurer le coût d'un divorce technique. Reste alors la question décisive. Quels travaux perdrait tout financeur si un revenu visible était exigé dès maintenant ? On distingue ainsi une coopération productive d'une dépendance confortable. Le rapport de 2026 a raison sur un point. Un système qui consomme près de la moitié du temps des chercheurs en administration gaspille une ressource nationale. Mais la réponse ne peut pas être de troquer une bureaucratie lente contre un agenda privé opaque. Le modèle de 1945 n'est pas une pièce de musée à restaurer, c'est une promesse à traduire. Préserver le droit d'explorer ce qui ne rapporte pas encore, tout en donnant aux explorateurs les outils de leur époque. Le manifeste de Bush voulait faire de la science un horizon ouvert. La question contemporaine est plus matérielle. Qui possède la rampe de lancement ? S'il ne peut ni l'utiliser ni en changer les règles, l'État finance peut-être encore des découvertes, mais plus la liberté de les chercher. Quand le calcul devient l'entrée du laboratoire, financer la science ne suffit plus. Il faut garder le pouvoir de choisir les portes qui s'ouvrent.